Good Morning Business. Le débat. Bon, il y a quand même un spectre, une fameuse menace. Les taux longs en anticipation d'un mouvement de reprise qui s'accompagnerait de tensions inflationnistes. Le tableau est quand même sombre. Oui, c'est vrai que moi je suis étonné que finalement on ne se préoccupe que maintenant de ce risque inflationniste. Parce que quand vous faites la liste quand même de tous les voyants qui sont passés au cours des dernières semaines au orange voire au rouge sur l'inflation, la liste est quand même impressionnante. Prenez les matières premières par exemple. Depuis novembre, les prix du pétrole ont quasiment doublé. Sur tous les métaux, c'est la folie furieuse puisque prenez le cuivre, l'étain, on est à plus 30% depuis le début de l'année. Prenez tous les autres biens intermédiaires comme les semi-conducteurs, on est à plus 80%. Certains produits agricoles aussi. Ben oui, certains produits agricoles, plastique, on est à 60%. Donc oui, il y a un vrai sujet sur les matières premières. Si vous considérez que tout ça va rentrer dans la composition de tout un tas de biens qu'on va acheter, or si vous faites la liste des produits qui ne contiennent ni plastique, ni semi-conducteurs, ni métal, franchement voilà. Les voitures qui sont en arrêt parce que justement il n'y a pas assez de semi-conducteurs. Oui, absolument. Après, vous avez quand même tous les surcoûts liés à la crise sanitaire. Vous avez toutes ces perspectives de relocalisation, le retour de la proximité, tout ça fait des prix plus élevés, de moins en moins de concurrence, donc là encore des risques de prix plus élevés. Donc quand même, on se dit il y a énormément de risques et je ne mets pas peut-être la cerise sur le gâteau parce que je laisse ça à Jean-Marc Daniel, c'est le morceau de choix, c'est quand même la surabondance de liquidités et les plans de relance massifs. Donc c'est vrai que la crainte inflationniste, elle est légitime. Jean-Marc, vous avez le même diagnostic ? Pas du tout sur l'évolution des coûts et tout ça. Donc, je pense alors, vous savez, de l'inflation normalement, autrefois, dans les années 70... Ça y est, va nous ressortir les vieux manuels. Voilà. Alors, c'est quelle page aujourd'hui, Jean-Marc? Non, c'est pas mon manuel. Là. Mon manuel, c'est... Mais je vous l'offrirai. Je pense qu'il y a quelques-uns qui auraient besoin de le lire et de le relire abondamment. Mais sur ce plateau, je ne dirai pas à qui. Mais alors, donc... Non, c'est moi qui suis visé, rassurez-vous. Ça ferait du bien, oui. Alors, donc, dans les années 70 qui me sont chères, on parlait d'inflation par la demande et d'inflation par les coûts. Et donc, Emmanuel a beaucoup parlé de l'inflation par les coûts. Ouais. Je pense quand même que, fondamentalement, à la fin des fins, l'inflation n'est ni par la demande ni par les coûts. Elle est une sorte de décalage entre l'offre et la demande, c'est-à-dire en partie par la demande, mais une demande quand elle est soutenue et entretenue par une création de monnaie. Et donc là, on rejoint un autre aspect de la théorie économique qui est un des points des 10 principes de Mankiw, qui est le point 9, c'est-à-dire que il y a inflation quand il y a de la création de monnaie par le financement du déficit structurel. Ben oui, mais c'est un peu le cas. Donc vous avez l'inflation par les coûts à la MNL Chypre et l'inflation par la demande et la création monétaire et une demande très forte à la Jean-Marc Daniel. Non, il n'y a pas d'inflation par les coûts, encore une fois. Et la création de monnaie n'a de sens, encore une fois, que si elle finance des déficits structurels, ce qui n'est pas non plus le cas. Et donc on est dans une situation assez paradoxale, qui est une situation où... Il n'y a pas de déficit structurel aux États-Unis ou en France, par exemple? Il y a un déficit, mais il n'est pas structurel. Ouais. Jean-Marc, je suis pas d'accord quand même avec vous. Attends, je n'ai même pas fini ma phrase. Non, mais vous pouvez pas balayer l'idée, Jean-Marc, qu'il n'y a pas d'inflation par les coûts. Quand vous voyez par exemple la transition écologique, on sait très bien que ça va augmenter la base des coûts. Le fait que vous vous approvisionniez avec une énergie moins dense, ça va être une augmentation de la base des coûts. Le fait qu'il y ait moins de concurrence, c'est structurellement de la base des coûts. Le fait qu'il va plus y avoir la main-d'œuvre chinoise bientôt, qu'il y aura plus de surabondance de main-d'œuvre dans le monde, ça veut dire que le coût du travail va quand même augmenter. Non, vous pouvez pas balayer cet argument du revers de la main. Jean-Marc, allez. Non, je balaye votre argument du revers de la main parce que effectivement, qu'est-ce qui se passe sur le plan international? C'est que aux États-Unis en particulier, vous avez une augmentation de la demande qui est supérieure très nettement à l'offre, qui se traduit par un déficit extérieur. Et ce déficit extérieur, il ne se déverse de moins en moins vers la Chine. Ça, c'est vrai que les coûts augmentent en Chine, et il se déverse de plus en plus vers l'Inde, le Vietnam et l'Afrique. Et donc, vous avez une réserve en termes de coûts qui est une réserve de pression sur la main-d'œuvre par l'exode rural mondial qui continue et qui même s'amplifie. Donc, je ne pense pas que le danger soit là. Le véritable enjeu dans tout ça, effectivement, c'est qu'on va assister de nouveau à un creusement du déficit extérieur d'un certain nombre de pays, dont les États-Unis, et une accumulation de nouveau de dollars et de devises dans les caisses d'un certain nombre de pays, dont la Chine et surtout désormais l'Inde, qui est en train de retrouver un équilibre extérieur qu'elle avait perdu depuis très longtemps. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est deux choses. La première, c'est
le sentiment qu'ont les marchés que finalement il y a des choses angoissantes, on dit c'est angoissant, c'est-à-dire le sentiment qu'ont les marchés que la maîtrise de la politique économique n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que les gens qui conduisent les affaires du monde ne savent pas exactement où ils vont. C'est pour ça que les taux montent. Oui, je pense que quand Janet Yellen dit écoutez, il vaut mieux en faire trop que pas assez, il faut en faire la bonne dose. Quelqu'un qui est secrétaire au Trésor, qui a été gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, qui vous dit écoutez, on va jeter de l'argent par les fenêtres et puis on va voir. Est-ce qu'on peut juste considérer que le fait que des taux à 10 ans reviennent au-dessus de zéro est finalement pas une si mauvaise nouvelle que et c'est ce que j'allais dire. Ben ma conclusion, on retrouve quand même on retrouve une situation normale. Oui, on était en apesanteur. Une situation normale. On retrouve un petit peu les lois de la gravité, ce qui est quand même un petit peu une bonne nouvelle. Et puis, effectivement, on connaît tous les effets pervers des taux nuls, des investissements inutiles, etc. Donc on retrouve quand même une forme de monde normal. Et effectivement, je vous dis qu'il y a un risque inflationniste. Moi, je le vois pas se matérialiser avant un moment. Je pense que structurellement, oui, il est là, mais pas avant un moment, et qu'on aura plutôt des problèmes d'inflation sur les marchés financiers à court terme, des problèmes de bulles, que des problèmes de valse des étiquettes dans les magasins. Mais pour une fois, je suis d'accord. Bon, bah voyez, mais c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, que les taux d'intérêt doivent être égaux. On retrouve une certaine rationalité. Il faut finir sur un accord, il faut finir sur une entente. Merci Jean-Marc Daniel, merci Emmanuel Le Chypre.